Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Gillet. Salut Julien, Salut Yves. comment ça va? Et écoute, ça va, très bien. Moi, il est 20h10 ici. Je suis à Melbourne. Et écoute, tout va bien. Il fait beau, il fait plus chaud qu'en France. Donc voilà, c'est mieux. Ok. Bon, tu vas nous parler après de ce que tu fais à Melbourne, mais est-ce qu'avant ça, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc je m'appelle Julien Gillet. Je suis entraîneur de tennis et préparateur physique. J'habite dans la périphérie de Montpellier. Voilà, j'ai 44 ans. Je fais ça depuis 20 ans maintenant, et je suis plutôt spécialisé dans le haut niveau, dans le tennis de haut niveau. Ok. Comment tu as eu, on va dire, accès à des collaborations avec des joueurs de haut niveau? Est-ce que ça s'est fait progressivement ou est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors moi, dans mon cas, ça s'est fait complètement progressivement, puisque alors moi, personnellement, j'étais un joueur de tennis et étudiant aussi, parce que voilà, je jouais au tennis et j'étais étudiant en STAPS. Mais je faisais les deux. J'ai eu un niveau de -15, ce qui correspond, allez, on va dire, à semi-pro. C'est-à-dire que pro, c'est quand vraiment on joue plus sur des tournois qui donnent des points ATP, etc. Et -15, on n'est pas loin. Enfin, j'en avais fait quelques-uns sur le début, ce qu'on appelle des futurs, mais j'étais pas professionnel, j'étais étudiant. Donc, disons que dans ma région, je connaissais forcément un peu de monde, étant donné que quand tu es -15, tu fais partie des meilleurs régionaux. Mais c'est plus dans la formation, dans l'entraînement, au fur et à mesure que, en formant des gens, petit à petit, voilà, j'ai, on va dire, monté les échelons entre guillemets. J'étais plus sur des jeunes au départ, je suis un peu plus sur des plus de 20 ans maintenant, mais ça s'est fait petit à petit. Ok. Et actuellement, tu travailles avec quel joueur? Alors Valentin Royer, qui est un joueur de 23 ans, qui est classé 197e mondial et qui participe là aux qualifications de l'Open d'Australie. Ok, ça marche. Et c'est ça qui te prend on va dire, le plus grand de ton temps? Oui, ça me prend 40 à 42 semaines à peu près par an, sachant que les autres semaines, quand je ne l'ai pas, je supervise sa préparation physique et je regarde ses matchs. Donc, ce n'est pas des semaines où je ne l'ai pas du tout. Même si je ne l'ai pas physiquement, je reste connecté à son projet. Et le reste du temps, j'essaie d'aider d'autres projets aussi, d'autres joueurs, sur quelques autres joueurs, sur la région de Montpellier. OK. Comment ça se passe au début quand tu démarres, on va dire, une nouvelle collaboration avec un joueur? Comment ça se passe au tout début quand tu le connais pas encore, vraiment? Ben, on essaye d'apprendre à se connaître au travers de discussions, au travers des entraînements forcément. On essaye d'analyser un petit peu la personnalité. Tout le monde est différent et tout le monde réagit de manière différente, à une communication qui est différente. Et c'est très important parce que forcément dans notre métier, il y a une grosse partie de communication. Après, on essaye de se renseigner un petit peu avant quand même sur la personne, sachant qu'il y a des caractères qui nous correspondent plus que d'autres. Moi, personnellement, j'aime bien les gens qui travaillent, et d'avoir quelqu'un qui serait assez feignant et qui n'ait pas vraiment envie de bosser, ça ne me conviendrait pas. Et donc, avant de prendre quelqu'un, j'essaye de savoir à qui j'ai affaire quand même. OK. Et du coup, tu mets je suppose, des questionnaires en place, ou c'est juste, par échange? Non, il y a pas de questionnaire, c'est vraiment un feeling. Après, le tennis, c'est un petit monde, hein, quand même. Les joueurs, très souvent, on les connaît. Moi, je les ai vus sur des catégories jeunes, en junior, et cetera, quand j'avais d'autres joueurs. Donc, la plupart du temps, pas besoin de questionnaire. On les a vus, on les a croisés, on les connaît, on se renseigne un peu. Bref, c'est plus bouche à oreille ou à soi, à son feeling, que sur quelque chose de très scolaire. OK. Je vais te poser une question un peu plus axée sur, l'entraînement. C'est pas souvent qu'on voit un entraîneur qui a aussi le rôle de préparateur physique pour un joueur. Habituellement, il y a un peu, le prépa et l'entraîneur, de part et d'autre. Comment tu t'y prends pour créer, pour gérer une planification en fonction de ses objectifs, en prenant en compte à la fois le point de vue préparation physique et le point de vue, entraînement, tennis? Alors,
il y a un avantage et un inconvénient à être à la fois préparateur physique et entraîneur de tennis. L'avantage pour moi, c'est qu'on sait exactement ce qui a été fait sur les séances, ce qui peut être gommé, cet avantage, si l'entraîneur et le préparateur physique ont une très bonne communication entre eux. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je sais exactement ce que j'ai fait faire au niveau du tennis. Je comprends bien l'activité, forcément, puisque je l'ai pratiquée. Ça fait 20 ans que je suis entraîneur et préparateur physique. Et que je sais exactement où je veux l'amener au niveau de la préparation physique, au niveau des progrès à faire sur le terrain. Et ça, c'est un vrai avantage. Le désavantage, c'est que ça peut être parfois, quand on a le joueur 6 heures, 7 heures dans la journée, qu'on fait le tennis, le physique, etc., ça peut être parfois bien d'avoir une autre personne aussi pour changer un petit peu, switcher. Et c'est pas toujours facile d'occuper les deux rôles, mais ça a des avantages aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde de faire les deux, mais voilà, moi je le fais, ça me dérange pas du tout. OK, et tu mets en place des cycles avec, des objectifs, je sais pas, des sous-objectifs. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en profondeur de ce que tu fais? Alors le tennis, c'est quand même un sport qui est très particulier dans le sens où un joueur de tennis voilà, de ce niveau-là, ça joue entre 25 et 35 tournois par an, à peu près. Sauf blessure grave, mais sur une saison complète. Donc, si tu comptes en plus de ça, la semaine quand tu arrives avec le décalage horaire, les voyages, etc., qui te prennent quand même du temps et où tu ne vas pas t'entraîner de la même façon, ça te laisse, si tu, mettons que tu prennes 4 semaines de vacances, 5 au mieux, mais 4 semaines de vacances, il t'en reste 48. 48, t'enlèves 30 semaines, tu n'es plus qu'à 18, t'enlèves les décalages horaires, les voyages, tu tombes facilement à 14. Et donc, si tu veux, 14 semaines de travail dans l'année, réparties dans l'année, où il faut à un moment donné aménager de la récup aussi, ça laisse pas énormément de temps. C'est pas les beaux microcycles qu'on peut voir sur des bouquins. On a le temps de faire une programmation linéaire avec vraiment un travail de fond. Ça va être ce qu'on appelle une programmation ondulée, avec des moments où tu peux avoir des rappels, des phases de rappel, notamment sur la période avant la terre battue, par exemple, où tu peux axer sur peut-être 2-3 semaines maximum sur du côté aérobie. Ça va être sur la préparation foncière, entre guillemets, en décembre, où tu vas peut-être faire un rappel vraiment sur la force. Mais on ne peut pas parler de phase de développement, vraiment, où tu vas avoir 6 semaines où il n'y a pas de compétition. Ça arrive quasiment pas. Puisque là, lui, il a eu des matchs par équipe à jouer parce qu'à un moment donné, financièrement, il faut aussi pouvoir faire rentrer un peu d'argent. Les pros à un très haut niveau, ils vont avoir le master, etc., ou des tournois jusqu'à la fin, un peu de repos, et ensuite, ça correspond à 4-5 semaines maxi. Donc, finalement, le temps, il n'est pas énorme. Le meilleur moyen de travailler, finalement, c'est de travailler toute l'année de manière très régulière, même en tournoi. Où on ne va pas avoir finalement le temps de créer des adaptations et des stress énormes. Mais par contre, on peut fournir un travail très très régulier tout au long de l'année sur les tournois. Et c'est plutôt comme ça qu'on travaille en tennis, c'est-à-dire de manière très régulière sur les tournois. OK, et est-ce que tu parlais de faire des rappels, par exemple, faire des rappels de force et cetera. Est-ce qu'il y a certaines, qualités physiques ou certains types de travail que tu vas réussir à faire, je sais pas, peut-être toutes les semaines ou Oui. plus régulièrement, on va dire? Alors le travail de vitesse, réactivité, force explosive, tout ce qui va être peu contraignant, qui va entraîner peu de courbatures, qui va laisser peu de séquelles, entre guillemets, ça on peut le faire de manière très régulière. C'est vrai que voilà, tout ce qui est vitesse de déplacement, coordination, réactivité, tout ce qui est force explosive, soit avec des charges légères, soit à poids de corps, ça on fait tout le temps. Et travail de gainage aussi, tout ce qui est prévention au niveau du dos, euh, tout ça on fait quasi quotidiennement. Et ça impacte pas, ça donne du jus, ça permet d'avoir moins de bobos. Donc c'est quelque chose à faire de manière très régulière. Si par contre, je prends l'exemple sur de la force et de la force, tu vois, au niveau par exemple des pecs sur du développé couché avec haltère ou des choses comme ça,
Le mien, par exemple, il a des courbatures pendant 3-4 jours s'il fait un travail de force là-dessus. Tu ne vas pas le faire à l'approche d'un gros tournoi. Donc, il y a des choix à faire à des moments. OK. Et pour la partie plus aérobie, est-ce que, il y a toujours le temps d'en mettre un petit peu de temps en temps ou c'est plus quelque chose qui va travailler indirectement, quand il va faire du tennis tout simplement? Alors, bonne question, et c'est là où il faut avoir un bon lien entre le prépa physique et l'entraînement de tennis. C'est-à-dire que si aujourd'hui il fait 3 heures de tennis avec du droite-gauche, euh, avec des sets où il y a beaucoup d'échanges, etc., il va y avoir un vrai travail aérobie. Là où ça peut être plus problématique, c'est par exemple quand il y a des sets de fait avec beaucoup de services retour, des phases très très courtes de jeu. Et si ça s'enchaîne sur 3-4 jours où il n'y a que des entraînements de ce type-là, ben finalement, on a un travail aérobie qui est très faible. Et là, si on le multiplie dans le temps, ben, il va y avoir une perte. Et donc, après, c'est à l'entraîneur de caler à un moment donné des intermittents, par exemple, pour contrebalancer l'entraînement tennis qui, lui, sera trop peu élevé au niveau du stress cardiaque. Et donc, c'est un ajustement à faire. Quand on a un intermittent à placer, on le place souvent après une défaite, mettons une défaite le lundi, il y a une semaine, ben, on va caler un intermittent le mardi ou le mercredi pour laisser récupérer et ensuite repartir, ou faire ce que j'appelle du micro-travail, entre guillemets, c'est-à-dire l'intermittent classique, on va faire 3 séries de 8-9 minutes, on va faire peut-être 2 séries de 6 ou de 7 pour avoir un stress qui quand même va permettre de maintenir, mais pas de fatiguer non plus. OK. On sait qu'au tennis, le jeu, il est différent en fonction des surfaces sur lesquelles, on va pratiquer le tennis. Est-ce que c'est indispensable d'adapter la préparation physique en fonction de la surface ou alors on peut faire sensiblement la même chose? Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand même les surfaces en tennis se sont un peu uniformisées, c'est-à-dire que les durs se sont ralentis, il y a quand même un peu plus d'échanges qu'avant. Bon, si on voit Giovanni Mpecci, Péricard, là, qui sert à 36 aces par Mmh. match, pour lui, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose. Mais non, au niveau des surfaces, même si sur terre battue, bien sûr qu'il y aura plus d'échanges que sur de l'indoor rapide, mais par rapport à avant où le gazon était très rapide et la terre battue plus lente, ça reste assez proche. C'est vrai que sur terre battue, il y a quand même un peu plus d'échanges, un peu plus de travail dans le point, c'est un peu plus dur physiquement. Donc oui, avant la période de terre battue, on fait un petit microcycle au niveau aérobie, c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. Disons que tous les joueurs font pas forcément ce travail-là avant. Ils essayent de le maintenir toute l'année, mais il n'y a pas forcément un bloc spécifique avant la terre battue. Il y en a un peu plus, il y en a un peu plus. Moi personnellement, je le fais, mais tout le monde ne le fait pas. OK. Donc, à ton avis, c'est pas indispensable, quoi, mais ça peut être, ça dépend des joueurs peut-être? Alors ça, complètement, ça dépend des joueurs, ça dépend du style de jeu. Et puis, il y en a qui ont plus de mal à passer de l'un à l'autre, peut-être parce que justement, physiquement, ils sont un peu moins bons là-dedans. Il y en a qui sont très hauts, même sur dur, ils ont une très haute qualité aérobie. Et en fait, ils n'ont pas besoin d'en faire plus parce qu'ils sont déjà très hauts. Et au moment de passer sur terre battue, bah, ils sont déjà bien. D'autres qui vont en avoir besoin, donc ça dépend après du joueur. OK. Autre question qui va venir un peu compléter un petit peu ce qu'on a dit sur, le physique, le tennis et cetera. C'est un point de vue, mental. Est-ce que tu travailles là-dessus avec tes joueurs? Alors, on dit souvent que le meilleur préparateur mental du joueur, c'est l'entraîneur. La tennis, puisqu'on passe beaucoup de temps avec eux. Donc forcément, il y a un côté préparation mentale qui est indirect dans mon cas, puisque moi, je fais déjà le tennis et le physique. Si en plus je commence à me mettre une casquette prépa mentale, je m'en sors plus. Et puis, Mmh. faire laisser ça à quelqu'un qui est complètement spécialisé là-dedans, euh, ça prend du temps d'acquérir des connaissances dans les différentes disciplines. Moi, j'essaye de lire beaucoup par rapport à la prépa physique, même si voilà, j'ai des diplômes, etc. Mais ça, c'est un mouvement tout le temps, donc il faut se tenir à la page. Mais la préparation mentale, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, qui l'aide ponctuellement. Et après, on en discute. C'est plus après du feeling, la communication,
ressentir peut-être le stress chez l'autre, avoir les bons mots au bon moment. Mais voilà, moi, sur des séances purement préparation mentale, je laisse ça à son préparateur mental. OK. Je vais poser une question, où je sais pas si toi tu t'en charges ou si c'est plus d'ordre, d'un préparateur mental. Mais on sait qu'au tennis, on peut avoir, certains blocages psychologiques, je sais pas, la peur de faire la faute sur une deuxième balle, par exemple, ou avoir des blocages sur ce genre de choses, qui est vraiment, du coup, directement en lien avec le tennis. C'est plus de ton ressort à toi ou du ressort du préparateur mental? Bonne question. Moi, je dirais que c'est, alors le préparateur mental va aider, hein, dans mon cas, évidemment. Heureusement, il est là pour ça, mais c'est pas les 10 séances dans l'année, dans son cas, c'est à peu près ce qu'il fait. Allez, admettons 15, qui vont vraiment changer ça. Si par contre, moi, après chaque double faute, je lance ma raquette, je fais la gueule, ou dès qu'il va perdre un match, accroché, je vais lui montrer que je ressens ça comme vraiment, quelque chose qui m'impacte, qui me touche, je vais pas l'aider. Il faut arriver en fait, à lui faire comprendre, qu'il y a du détachement par rapport à ça, tout en travaillant pour être meilleur là-dedans. Et donc bien sûr que l'entraîneur, il a un rôle fondamental là-dessus, et ça, c'est un travail sur soi à faire aussi pour, dédramatiser. OK, tu as fait une double, c'est pas grave, on va se concentrer sur le moyen, comment arriver à pousser plus sur les jambes, à trouver une large, bref, à essayer d'écarter ça. Après, il peut y avoir des moyens que le prépa mental donne sur s'il y a vraiment un blocage, quelque chose qui empêche. Heu, Moi, j'ai pas eu, vraiment ce cas-là sur des joueurs où c'était vraiment très momentané. Mais après, le côté technique, dans l'entraînement, on trouve la solution. Mais un préparateur mental peut aider s'il y a quelque chose de très fin. La visualisation peut aider aussi. Voilà, quelle image mentale on se crée, comment se voir réussir, quelque chose. Mais j'ai envie de dire l'entraîneur, c'est le premier pour moi à être sur le terrain tous les jours à débloquer ça. OK, d'accord, super intéressant. Tu parlais de ne pas aider le joueur si par exemple tu faisais la tête après, tel ou tel événement. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des moments de désaccord avec un joueur? Parce que du coup finalement vous passez beaucoup de temps ensemble et si oui, comment tu gères un peu ces moments de désaccord? Bien sûr, ouais, bien sûr que, on a des moments de désaccord parce que, 1, on se voit régulièrement, 2, il y a quand même aussi de la pression, 3, on a des caractères aussi, hein. Moi, j'ai un fort caractère, les joueurs généralement, ils ont de l'ego et c'est aussi pour ça qu'ils jouent bien, heu, voilà. Donc on n'est pas tout le temps d'accord, mais après, tant qu'il y a du respect, tant qu'il y a du respect pour moi, la communication et qu'on a tous les 2 la volonté d'avancer, on trouve à un moment donné, tout le monde met son ego de côté et on trouve des solutions, pour avancer. Mais des désaccords, oui, bien sûr qu'il peut y en avoir. Après, ce qu'il faut moi, c'est ce que je dis aux joueurs, c'est qu'à un moment donné, s'ils font appel à l'entraîneur, le joueur me paye. Si tu fais appel à l'entraîneur, c'est aussi pour lui faire confiance. Même si on peut avoir des discussions, même si on peut, voilà, ne pas être d'accord à un moment donné, si le joueur est trop en désaccord avec moi, finalement, c'est-à-dire qu'il ne me fait pas confiance. Et s'il ne me fait pas confiance, ça ne sert à rien de m'appeler. Donc, à un moment donné, il faut quand même que le joueur écoute. OK. Question un peu plus, générale sur le tennis que je voulais te poser. On voit, à très haut niveau que c'est souvent les mêmes qui performent ou des fois les matchs, ça se joue à pas grand-chose, mais ça va être par exemple toujours le même qui gagne. Selon toi, pour, vraiment performer au plus haut niveau, quelles sont les qualités, les plus importantes et qu'est-ce qui fait la différence, à ce niveau-là? Alors, moi, je te dirais, évidemment un ensemble de facteurs. Quand on dit, j'entends parfois cette phrase, à à ce niveau-là, ça se joue dans la tête, tout le monde joue bien. C'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est vrai pour les gens qui connaissent pas très bien le tennis, en fait, ça. Quand on connaît très bien le tennis, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui, servent mieux, sur deuxième balle, d'autres qui retournent très bien, d'autres qui ont une lacune dans le déplacement, d'autres une lacune à la volée, d'autres, ils vont pas avoir de coups forts ou d'autres, ils jouent bien les coups sous pression aussi parce que le très haut niveau, c'est aussi ça, c'est bien jouer les coups sous pression. À haut niveau, on se rend compte que dans ses meilleures années, Djokovic ou Federer, ils gagnaient 54% des points, quand ils gagnaient les matchs. 54%, c'est que 4% de plus que l'adversaire et donc c'est vrai que
jouer, alors peut-être si j'en retenais un, c'est bien jouer les points importants, bien jouer les points sous pression. C'est peut-être la chose la plus importante. Mais après, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu où chacun a des points forts, entre guillemets, des points faibles, et doit mettre le curseur un peu plus haut. Si on prend l'exemple d'un Mpetshi, par exemple, je citais Mpetshi, qui a un curseur qui est énorme au service, qui sert très bien, qui a un très gros coup droit, ben lui, on peut imaginer que voilà, devenir encore meilleur au retour, bouger encore mieux, s'améliorer au filet, ça va être ses axes principaux pour, et s'il y arrive, il sera top 5 mondial. Mais chacun, si je citais Nishikori, bon, qui revient, mais voilà, qui est un petit gabarit, qui n'a pas un gros service ou demi-nord, ben, eux, il faut qu'ils élèvent leur niveau au niveau du service pour vraiment être au top niveau. Et après, il y a des joueurs qui réunissent tout, comme un Sinner en ce moment, ou Djokovic il n'y a pas longtemps, qui retournent bien, servent bien, bougent bien, jouent bien les points sous pression, sont complets. Et maintenant, le tennis, pour être au top, 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 il faut être super complet, quoi. Ok, ouais, finalement, c'est multifactoriel et ça se joue sur vraiment des détails à chaque fois, quoi. C'est exactement ça, c'est complètement multifactoriel, ça joue vraiment sur un ensemble de détails. Et bien sûr qu'il y a le côté physique, il y a le côté mental, évidemment. La tête joue un rôle énorme. Maintenant, si tu as 14 de VMA ou sur la 6000 à la VO2 ou tu es à 40 de VO2, tu as beau avoir le meilleur tennis du monde, tu ne seras pas bon. Si tu as 75 de VO2, que tu te déplaces à 20 000 à l'heure, mais que ton coup droit, tu le joues comme ça, tu ne vas pas être bon. Et à chaque fois, il y a le côté mental, physique, tactique, on pourrait en parler aussi, mais c'est un ensemble de Mm. facteurs, pas une chose avant l'autre, c'est vraiment, moi c'est des couteaux suisses, un joueur de tennis c'est un couteau suisse, c'est s'adapter aux conditions aussi, bien jouer sous pression, bref, il y a un ensemble de facteurs. Ouais. Ok. Dernière question avant de conclure le podcast. Est-ce que théoriquement, je pense que tu as peut-être vu ça à l'université aussi, on parle beaucoup de pic de forme pour les joueurs. Or, au tennis, du coup, tu l'as dit, on joue très régulièrement. Est-ce qu'il y a quand même certaines compétitions que tu vas venir privilégier, entre guillemets, pour que ton joueur soit vraiment au top du top? Ou alors tu lisses un petit peu un état de forme, on va dire, moyen, mais bon quand même, sur toute l'année? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'elle est différente en fonction du joueur qu'on entraîne. Un joueur qui va être à top 10 mondial, notamment encore plus peut-être un Djoko, etc., clairement, il va cibler les Grands Chelems et les Master 1000 qui sont les plus gros tournois. Et lui, il peut se dire bon, ben, le tournoi d'avance, si je ne suis pas dans une forme optimale, c'est pas très grave. Un joueur qui est 150 ou 200, il a intérêt à être bon de manière générale. C'est compliqué de cibler un événement, étant donné que les qualifs de Grand Chelem, c'est là où il y a plus d'argent, mais il n'y a pas forcément plus de points dessus. Et donc, à un moment donné, pour monter au classement, il faut gagner des points, et donc il faut être bon sur d'autres semaines aussi. Et donc, j'ai envie de te dire, ça dépend du joueur, ça dépend du classement du joueur, sur des têtes d'affiche, entre guillemets. Eux, ils vont pouvoir vraiment dire, OK, là, on met en place un cycle spécifique pour avoir un pic de forme à ce moment-là sur Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Sur d'autres joueurs, il va falloir être beaucoup plus régulier. On ne peut pas trop se permettre de dire, ouais, là, tant pis, si sur 2-3 tournois, il n'est pas très bien. Il sera bien sur l'événement important. Parce que sur l'événement important, il faut se rendre compte qu'il y a le tirage au sort qui joue une partie importante. Là, par exemple, on est 90e mondial, on se dit, ah ouais, là, j'ai tout mis sur ce tournoi, là, je suis super bien. On tire à Sinner, Djokovic. Bon, il y a quand même de grandes chances de perdre, hein, même si on a Ouais. toujours gagné. Et donc là, on a mis tous nos pions sur ce tournoi, et puis on se retrouve avec un tirage pourri. À l'inverse, le tournoi d'avant, où je me suis je ne suis pas très bien parce que je vais être dans mon pic de forme la semaine d'après. J'ai un bon tirage, mais je ne suis pas très bien. Je perds à l'arrache parce que j'étais pas bien. Et donc, au final, sur des joueurs de très, très haut niveau, c'est-à-dire vraiment un top 20 mondial, oui, on peut cibler. Sur des joueurs entre 100 et 200, c'est plus compliqué. Ouais, donc quand on vous disait multifactoriel, ça peut même aller jusque de la chance par rapport au tirage au sort, quoi. Oui, alors évidemment que voilà, on ne se prépare pas en pensant à la chance, parce que sinon on s'en sort jamais, et puis il se passe ce qui se passe. Et puis Mm. des fois, il va y avoir des surprises. Alors je citais Djokovic et Sinner,
Bon, il n'y a pas beaucoup de surprises avec eux quand même, hélas. Mais, et puis, il faut croire en ses chances sur n'importe quel joueur. Mais bien sûr que le tirage au sort, c'est une différence. Après, quand on a le niveau, à un moment donné, quand on a le niveau, ben, peu importe les tirages au sort, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça va s'ouvrir, on va battre un bon mec, la chance, le tableau va s'ouvrir, etc. Le niveau va faire que, à un moment donné, les tours vont se passer et puis on va monter. Mais oui, à très court terme, si on cible 4 tournois, il y a forcément ce facteur réussite. Hein. Et puis des matchs de tennis, moi la semaine dernière, il perd un match, il gagne 2 points de plus que l'adversaire, mais il perd son match, 7-6 au troisième. Ça tient parfois à une ligne, un passing qui prend la bande. Donc il faut être humble aussi par rapport à ça. Et puis quand on gagne, se dire ouais, j'aurais pu le perdre. Et quand on perd, se dire aussi, ah oui, mais attention, j'ai le niveau, le prochain, ça peut passer, etc. Quoi. Donc en fait, c'est une balance à trouver. Et garder vraiment de la persévérance et du calme quand ça va pas forcément bien, parce que des fois ça tient rien, et à la fois pas tomber dans l'euphorie quand ça passe, parce que on aurait pu perdre ce même match, et donc le tournoi, des fois on fait finale alors qu'au premier tour on sauve une balle de match. Donc en fait c'est d'avoir une constance dans le travail et de garder vraiment ce truc là où on garde la banane, on va au combat, et puis à un moment donné on a foi sur le fait que le travail va payer, quoi. OK, très, très intéressant. Dernière question pour, conclure le podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, qu'est-ce que c'est un bon entraîneur et quels conseils tu pourrais donner aux entraîneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, j'ai lu il y a pas longtemps sur Instagram, je suis tombé sur, Fred Marcero, qui est un préparateur physique, que je connais, qui est dans Mmh. le Fred, et qui disait: «Un bon entraîneur, c'est quelqu'un de passionné», et déjà, moi, effectivement, là-dessus, je le rejoins. Pourquoi? Parce que quand on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, on se documente, on réfléchit. Alors j'ajouterais à ça, passionné, avoir confiance, tout en étant humble aussi, dans le sens où il faut avoir confiance dans ce qu'on fait et se dire qu'on est capable de réussir les choses ou les séances qu'on entreprend, mais à la fois avoir l'humilité de se remettre en question, parce que des fois on peut faire des erreurs, des fois ça ne fonctionne pas, que le savoir il est en mouvement. Donc passionné, humble, et travailleur aussi, parce que à un moment donné, les choses, elles tombent pas du ciel. On peut avoir de la chance ou de la réussite à un moment donné, mais sur la durée, c'est le travail qu'on va fournir qui va faire la différence. Donc, voilà, je dirais, voilà, passionné, humble et bosseur. Ça marche, et quels conseils pour les personnes qui nous écouteraient? Alors sur les personnes qui nous écoutent et qui veulent se lancer là-dedans, ou qui sont là-dedans et ouais, qui sont motivés, alors je dirais, documentez-vous, restez au fait de ce qui se fait, et chose peut-être encore plus importante, allez voir, discuter avec les entraîneurs qui ont de la bouteille, qui font ça depuis un moment, qui ont eu des résultats. Parce que c'est souvent dans les échanges, je trouve, moi personnellement en discutant avec ces entraîneurs, que on arrive à avoir des choses intéressantes, discuter avec les athlètes aussi. Mais les entraîneurs qui ont l'habitude de faire ça, qui sont dans le milieu depuis un moment, qui ont une certaine expérience, qui ont eu des athlètes de haut niveau, généralement, ils sont riches d'expérience, et pas que, voilà, là, c'est pas du tennis, mais ça peut être dans d'autres sports. Allez voir les bonnes personnes, documentez-vous. Ça me semble être le meilleur conseil. Et puis, croyez en ce que vous faites, mais remettez-vous en question aussi. OK. Il y aurait, 1 ou 2 entraîneurs là que tu aurais en tête, avec qui tu as eu des échanges et que tu trouves intéressant d'aller suivre? Alors, moi, je pourrais parler du tennis, parce que même si à l'époque j'étais au Krebs de Montpellier, voilà, il y avait le triathlon, je discutais avec l'entraîneur de triathlon, ou le décathlon, il y avait Kevin Mayer qui s'entraînait à Montpellier au Krebs. Donc des fois, on voyait s'entraîner, des discussions avec des entraîneurs. Moi, voilà, dans le tennis, en France, il y a Manu Planck, qui est l'entraîneur, qui est quand même connu. Et dès que je le croise sur des terrains ou qu'on partage des entraînements, j'ai des discussions. Laurent Raymond, qui est un entraîneur aussi, qui bosse pour la Fédé,
est un entraîneur qui a de l'expérience et qui est forcément intéressant. Après, c'est des amis aussi, des amis avec qui je suis en contact plus régulièrement et qui sont entraîneurs comme moi. On a des échanges très réguliers sur la manière dont on travaille. Et donc, tous ces échanges-là sur des entraîneurs ponctuels qui ont encore plus d'expérience ou des proches, des amis qui ont le même métier de manière plus régulière, qui comprennent nos soucis, entre guillemets, c'est riche. Voilà, c'est riche d'échanges et je conseille vraiment d'échanger. Il y a la théorie. La théorie, c'est quelque chose d'important, ça permet de comprendre, d'évoluer et d'avoir des connaissances plus fixes, je veux dire. Mais après, il y a le terrain, et le terrain, c'est jamais exactement comme les livres. Et c'est là où les échanges, l'expérience, ça peut faire gagner du temps de discuter avec des entraîneurs, parce que moi, maintenant, ça fait 20 ans que je bosse, donc j'ai fait des erreurs avant qui me servent aujourd'hui. Mais en fait, en discutant, on peut gagner du temps, parce que l'entraîneur, s'il nous dit ah oui, mais moi j'ai fait cette erreur-là, machin, mais on peut-être éviter de refaire la même erreur que lui a faite. Moi, j'en ai fait des erreurs, donc celles-là, je sais que je vais éviter de les reproduire. Mais il y en a certaines que j'ai peut-être pas encore faites et que mon copain ou l'entraîneur qui a 30 ans de bouteille a fait et qui peut m'éviter dans la discussion de faire. Donc c'est pour ça que c'est important. OK, ouais, bah, je te rejoins complètement là-dessus. Je trouve que l'échange, c'est hyper enrichissant et comme tu dis, ça fait gagner du temps, surtout quand on n'a pas, encore énormément d'expérience, quoi. Ben, tu vois, Julien, je te rem vas-y, vas-y. juste avant de finir, mais c'est un peu l'idée de ce podcast et des podcasts de manière générale. Moi, j'ai répondu favorablement quand tu m'as demandé, mais parce que voilà, moi j'en écoute aussi et au travers de podcasts, je trouve que c'est intéressant. Ça peut faire gagner du temps peut-être ou faire réfléchir des gens. Au même titre que moi, quand j'en écoute, bah, tiens, je me dis, ah oui, voilà, lui, il pense ça, il a entraîné, j'ai pas cité Gilles Servat, qui est aussi un entraîneur connu français qui entraîne Medvedev quand même. Mmh. Mais bref, ça peut permettre de réaliser des choses. Et donc, c'est pour ça que ces podcasts sont intéressants. Ouais, bah, c'est l'objectif aussi alors soit d'avoir, le partage d'expérience, mais aussi d'amener à une certaine réflexion sur tel point, comme tu l'as dit, on n'avait pas pensé à telle chose, ça fait réfléchir et ça peut amener de certaines billes après dans notre manière d'entraîner, quoi. Ouais, tout à fait. Julien, merci beaucoup d'avoir, répondu présent. Je te laisse, le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Alors, le mot de la fin, écoute, moi, c'est simple, hein. Faites les choses avec passion, faites votre boulot en protégeant votre motivation. Moi, ça me paraît important de faire ce qu'on aime le plus possible. Et pour ça, voilà, il faut arriver à garder la petite flamme, comme on dit. Et pour moi, c'est le plus important. Et si on a des choses qui viennent entamer ça, d'essayer d'y réfléchir, de quelle manière on pourrait aménager son travail pour garder la passion. Parce que quand on a la passion, on travaille forcément mieux, on est content de se lever, d'aller au boulot, et on le fait forcément mieux. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Bah, merci à toi d'avoir répondu présent, c'était très intéressant, très enrichissant, donc merci. Avec plaisir, bonne soirée. Pas bonne journée, parce Bonne que moi, soirée, salut. Bonne allez, journée, ouais. ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.